Salut, salut, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau Faction Focus en compagnie de Mister Za. On se retrouve du coup aujourd'hui pour le Faction Focus qui va traiter des Nighthaunt. On va commencer comme d'habitude par une petite partie sur le lore. Romain, est-ce que tu peux nous parler des évolutions du lore sur cette 4e version de l'Âge de Sigmar, côté Death et côté Hante-Nuit? Oui, effectivement. Donc, je pense que l'armée est toujours en chiche. Et il me semble qu'ils hantent la nuit. Franchement, t'es bon. Okay. Après cette petite introduction loresque, on va évidemment attaquer tout de suite les règles, à savoir le cœur de ce Faction Focus. Comme d'habitude, même schéma, trait de bataille, artefacts, optimisation, etc. Domaine de sort, domaine de prière, ça tombe bien, il n'y en a pas. Manifestation, et ensuite les War Scrolls. On commence tout de suite avec les traits de bataille. Le premier, assez classique, ignorer tous les modificateurs au jet de sauvegarde pour les unités de Hante-Nuit amis, sauf Nagash. Bon, pas grand chose à dire. Straightforward, évidemment. C'est très fort. Un petit peu dommage que Nagash ne bénéficie pas de ça. Oui. Deuxième, évidemment, c'est une réaction qui remplace le All Out Defense, qui vous dit que comme vous êtes éthéré, vous pouvez pas avoir de plus 1 à la sauvegarde, donc vous avez une ward à 5. Ça, c'est super fort. Ouais, toujours bon. Et ensuite, on a eu un gros revamp de tout ce qui est vague de terreur, donc on va les faire un petit peu en même temps. Chacune, c'est une fois par tour pour l'armée, donc qui s'utilise à la phase de charge. Donc, c'est-à-dire qu'à votre phase de charge, vous aurez la possibilité de claquer potentiellement les 4, mais pas de cumul. Ouais. La première, les unités de Hante-Nuit amis qui sont en mêlée peuvent utiliser des aptitudes de charge à cette phase. Toutefois, si une unité qui est en mêlée utilise une aptitude de charge, et si le jet de charge est de 3 ou moins, l'unité ne compte pas comme ayant chargé à ce tour. Bon, ça c'est pas la Wave of Terror, c'est juste un petit truc pour nous prévenir de ce qui suit. Ouais. Le premier hurlement, choisissez une unité Hante-Nuit amis qui n'a pas utilisé une aptitude d'aura d'effroi à ce tour et qui a chargé à ce tour afin qu'elle utilise cette aptitude, puis choisissez une unité ennemie à 1 pouce d'aile comme cible. Le nombre de figurines de l'unité de Hante-Nuit amis doit être supérieur à celui de l'unité cible. Petite restriction, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques de la cible jusqu'à la fin du tour. Ouais, exactement. Donc là c'est un peu un revamp de l'ancien Battle Tom où on pouvait cumuler les Wave of Terror. Ouais. Ici, c'est plus le cas. Donc on peut juste mettre un -1 hit et en plus on a une restriction qui est d'être plus nombreux. Maintenant, on va voir qu'en réalité, avec l'absence de restriction pour renforcer les unités, on va être très souvent, et pour d'autres mécaniques également, de repop notamment, on jouera des packs ouais, assez conséquents. Donc on voit déjà la première différence, c'est-à-dire qu'avant on était, vu qu'en fait c'était pas une fois par tour armé et que c'était à chaque charge, on avait un proc de -1 touche, fight last ou -1 à la sauvegarde, en fait là on est d'emblée plus orienté vers le fait de lâcher un petit peu le MSU pour avoir des packs un petit peu plus conséquents. Deuxième, choisissez une unité Hante-Nuit de cavalerie ou machine de guerre avec les mêmes restrictions qui n'a pas utilisé une aptitude d'aura d'effroi, soustrayez 1 au jet de sauvegarde pour la cible jusqu'à la fin du tour. Eh bien, super fort dans cette V4, avec des sauvegardes qui ont pas mal changé. Donc un -1 save, c'est quand même très bien, parce qu'on a vu que la perforation sur la plupart des armées avait diminué de 1. Là où on l'avait vu augmenter de 1 en fait à la dernière version, là on la voit plutôt diminuer de 1. Donc -1 save, c'est super fort. La restriction cavalerie ou war machine, ça vous incite à jouer de la variété. Et on verra plus tard que c'est pas un problème, parce qu'on a 2-3 unités qui sont très fortes et qui ont ces mots-clés. Donc c'est sûr qu'on le fera. Et puis, bon, on verra sur les War Scrolls qui vont venir, mais passer tout de suite à perf -2 ou perf -3, ça rend une létalité, mais excellente. Ouais, c'est incroyable. Et le dernier, qui est la même restriction, mais cette fois pour les héros, la cible frappe en dernier jusqu'à la fin du tour. Et ben ça, c'est super fort aussi. Donc là, c'est un héros, donc c'est-à-dire qu'il faut emmener des héros au corps à corps, on verra. Ça change. Ça change. Ça oblige à jouer un peu tricky, parce qu'on n'a pas envie de perdre ces héros qui sont extrêmement forts en Nighthaunt. Maintenant, le fait de mettre Strike Last et le fait que ça soit à 100%, parce qu'on n'est plus dans la mécanique d'avant où c'était dépendamment du jet de charge non modifié. Là, c'est vraiment... C'est fini les Chain Rasp, Ren -10. Je l'ai fait une fois, c'était incroyable, je m'en souviens encore. Non, mais c'est vrai. Donc, bon, on sait que si on envoie un héros, on mettra notre strike last. Ouais, mais en fait, du coup, déjà, premier point là-dessus, c'est qu'on a déjà abordé l'aspect différence MSU avec des grosses unités, mais on voit déjà qu'il y a une volonté de diversifier les listes. Et c'est un super bon point, parce qu'on voit la saison dernière, on avait vraiment l'allégeance pour les Blade Guest, l'allégeance pour les Harridan, l'allégeance de Lady Olander et l'allégeance poubelle. Bah, grosso modo, là, en fait, vous êtes tenté d'emblée de dire, OK, il faut que je diversifie ma liste, parce que sinon, je vais avoir que 2 bonus sur les 3. Et on va être un petit peu déjà obligé d'envoyer les héros au corps à corps, ce qui est déjà une grosse différence. C'est fini les packs de 120 chez Rasp a priori. Ouais, tout à fait. Donc en fait, on a une mécanique qui est un peu différente dans le sens où on peut plus la stacker. Par contre, elle est 100% fiable. Ouais, ça c'est chouette. Et donc,
C'est super parce que en fait, dès votre list building, vous allez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire et vous allez construire votre liste en conséquence, probablement avoir au minimum 2 de chaque, etc. Donc moi je trouve ça très bien parce que dans cette V4 où parfois on a pas mal de mécaniques avec des dés aléatoires, là pour le moment, chez les Night Hunt, eh bien, on est stable. On est stable. Un peu à l'image des un peu à l'image des Osiark d'ailleurs. Mais voilà, à noter aussi qu'il y a un autre buff vis-à-vis des Night Hunt qu'on voit pas trop, c'est que grosso modo, vu que les unités adverses ne peuvent plus être renforcées 2 fois, maintenant sortir 20 PV en éthéré à 4, potentiellement ward à 5, c'est plus un truc automatique, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, sauf à se prendre une grosse volée de crit mortale, on est quand même sur un BT qui va être plus stable, évidemment. Tu as toujours une variance assez colossale avec 4 plus éthéré. Mais déjà, de base, on est sur un truc hyper plaisant à piloter parce que c'est fiable. On attaque tout de suite les formations de bataille. La première, apparition instable. Une fois par tour pour l'armée à notre phase de mouvement, choisissez une unité de contenu ami qui n'est pas en mêlée afin qu'elle utilise cette aptitude. Retirez l'unité du champ de bataille et placez-la à nouveau sur le champ de bataille à plus de 9 des unités ennemies. Alors, de prime abord, on dirait qu'une téléportation, c'est toujours excellent. Là, maintenant, on a 2 restrictions, qui est de dire qu'il ne faut pas être au corps à corps. Et là, en fait, il n'y a pas de deuxième restriction. C'est simplement qu'on a beaucoup de mécaniques qui permettent en fait de retreat ou de charger en étant déjà au corps à corps. Donc, la téléportation devient un peu moins intéressante. Et puis, bon, on se rappelle que le mouvement moyen chez les Night Hunt, c'est 8. Donc, on est quasiment déjà sur de l'infanterie-cavalerie. Donc, on ne manque pas vraiment de mobilité. Donc à voir, peut-être que on trouvera des usages. Pour le moment, c'est pas forcément la formation de bataille vers laquelle je me tournerai. À noter quand même que cette règle était un trait de bataille de l'époque qui était réservé au général, qu'on n'utilisait quasiment jamais en réalité. Donc voilà, c'était, il y avait certains builds qui tournaient à l'époque autour d'un Dreadblade Arrow qui avait la capacité de se TP et ce trait de bataille qui permettait d'embarquer une unité avec. Bon voilà, globalement c'était relativement peu utilisé. On verra, il y a mieux à côté. Le deuxième, rôdeur de la mort. Les unités de contenu ami peuvent utiliser des aptitudes de charge, même si elles ont utilisé une aptitude de course ou de repli au même tour. En outre, aucun dégât mortel n'est infligé aux unités de contenu ami par des aptitudes de repli. OP. Non, bah honnêtement... On retrouve déjà l'ancien trait de bataille de désengage et charge, mais on gagne un course et charge. On gagne un course et charge. En plus, on annule la nouvelle règle de retreat qui consiste à prendre des blessures mortelles. Donc c'est honnêtement super fort parce que au-delà de pouvoir, en fait, vous avez une armée qui synergise autour des charges. Donc vous voulez pas être loqué à votre tour. Avec cette formation, vous ne pouvez pas être loqué à votre tour. Et en plus de ne pas être loqué, eh bien, vous pouvez avoir une course auto à 6, donc passer en moyenne à 14, mais potentiellement à 18 sur de la cavalerie ou plus, dépendamment des profils, et charger derrière, mais c'est super fort. Ouais, à noter aussi que typiquement, pourquoi c'est fort? Parce que on voyait que dans l'ancien Battle Tome, on avait la volonté de charger avec le maximum d'unités pour infliger le maximum de debuff à l'adversaire, pas de bonus de manière directe. En fait, là, il suffit de charger avec 3 unités de 3 types différents. Et en fait, bah, du coup, ça veut dire que si vous avez 4 unités, vous ne perdez rien, entre guillemets, quoi. Exactement. Donc, et puis en plus, faut toujours recontextualiser, mais le redeploy était en fin de phase de move, enfin, est en fin de phase de move, enfin, fin de phase de move du joueur opérant. Si on peut éviter ce genre de blague, c'est quand même extrêmement balèze, quoi. Super fort. On passe à la troisième, chasseur des maudits. Une fois par tour, fin de n'importe quel tour, choisissez comme cible jusqu'à 3 héros ennemis, chacun à 12 d'un héros en tenue ami différent. Jetez un des 3 pour chaque cible, sur de plus, infligez autant de dégâts mortels à la cible que le résultat du jet. Bon, on est sur un espèce de sous-allégeance qu'on avait avant. Ouais, exactement, celle de Lady Olinda. Exactement. Donc, alors à noter quand même que c'est à la fin de n'importe quel tour, mais beaucoup plus restrictif. Oui. Bon, honnêtement, je suis pas persuadé que c'est mauvais. Je pense que c'est pas mal. Tout dépendra de la méta, en réalité. Si on est sur une méta où on se rend compte qu'on a du mal en Night Hunt pour X raison à aller chercher des héros, pourquoi pas, honnêtement. Des 3 BM sur 3 héros, moi je trouve ça vraiment sympa. Ça aurait été meilleur en Fire Slayer, je pense. Ouais. Mais grosso modo, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les prix des unités ont augmenté, en particulier les héros. Je pense que les listes à 6 héros, c'est à peu près... Enfin, alors 6, oui, mais à 5 héros, c'est fini. Enfin, c'est très compliqué à sortir, hormis certains BT. Là où avant, souvent, on avait au moins 4-5 héros. Bon, à voir. La dernière formation, procession de mort. Les unités d'infanterie de Hante-Nuit amis ont une protection à 5, tant qu'elles sont entièrement à 6, d'un carrosse noir. Donc, bon, alors déjà, le carrosse noir, on le verra après, c'est un War Scroll qui est, je pense, bon.
très honnête. Donc on a une restriction Wally Within 6, c'est pas énorme. Maintenant, une bulle de Warda 5 Wally Within 6, c'est super fort. Et ça permet d'économiser des points de commandement dans cette version qui valent très cher. Voilà, qui valent très cher. Donc, dans le bon list building, avec 1 ou 2 Black Coach, carrément, why not? Nous passons maintenant au trait héroïque, donc une optimisation, enfin ancienne optimisation pour le héros. On passe à la première. Une fois par bataille à votre phase de mouvement, pour un PC, choisissez comme cible une unité de Nantenue ami qui a commencé la bataille avec 3 figurines ou plus et qui a été détruite. Placez une unité de remplacement avec la moitié du nombre de figurines de l'unité cible, entièrement à 12 de cette unité et à plus de 9 des unités ennemies. Ah, c'est fort. On vous a dit au début qu'on allait sûrement jouer en Iton des gros packs de 20. Donc en fait, pour un point de commandement, vous allez resetup une unité de 10. Donc ça veut dire 10 PV, probablement en sauvegarde à 4 éthérés. C'est super fort. Je veux dire, pour un PC, il n'y a pas d'aléatoire. Ouais. Et ça, on est très content. En plus, c'est Wally Within 12, donc c'est quand même hyper permissif. Super bon. Vraiment, pour moi, probablement le meilleur des traits qu'on va voir ce soir. Ouais, et puis en plus, faut quand même avoir en tête qu'on est quand même sur des unités qui peuvent charger dans la foulée avec des bonus à la charge, c'est-à-dire avoir un impact direct. Donc honnêtement, très très bon. On passe au deuxième, drapé d'ombre. Si le jet de touche non modifié pour une attaque qui cible cette unité est 1-3, l'attaque rate et la séquence d'attaque s'arrête. Oui, donc je pense que c'est foncièrement pas mauvais. Maintenant, c'est sûrement un peu en dessous de ce qu'il y a à côté. Parce que votre héros, quand il va être au corps à corps, en théorie, ça sera à votre tour. Ouais. Donc vous allez mettre un strike last, si jamais vous voulez le préserver. Par contre, c'est vrai que cumuler à des mécaniques de Warda 4 qu'on a dans le Battle Tome, et en plus toucher que sur du 4+, et on verra qu'on a des mécaniques pour mettre moins 1 wound, des mécaniques pour mettre moins 1 hit. Donc en fait, quand tu vas commencer à avoir moins 1 touche, moins 1 blessure, je touche que sur du 4+, et enfin du 4+. Les 4 et 6 sont viables, mais potentiellement le 4 ne passera pas. Et qui est éthéré plus Warda 4, bah, en fait vous allez être tanky, énormément tanky. Maintenant, je pense que les héros qu'on aurait voulu protéger, c'est plutôt les nommés, les War Masters, et malheureusement on peut pas leur donner. Donc pas sûr qu'on le joue, à voir. Oui, puis il faut avoir en tête aussi que, mine de rien, l'ensemble du jeu touche moins bien qu'en V3. C'est typiquement un truc qui aurait été incroyable en V3 parce qu'à l'époque, tout le monde touchait à 2, blessait à 2, voire à 3. Mais aujourd'hui, vous avez quand même pas mal d'armées qui sont déjà contentes de toucher sur du 4, sur du 3 avec un bonus. Donc en fait, bon, c'est pas aussi impactant que ça l'aurait été la saison dernière. Oui, tout à fait. Le suivant, entité terrifiante. Cette unité peut utiliser une aptitude d'aura d'effroi, même si elle en a déjà utilisé une à ce tour, mais elle ne peut pas utiliser plus de 2 par tour. Exactement. Donc, les héros, on est capable d'avoir des héros non nommés qui ont le mot-clé cavalerie ou infanterie. Donc, c'est-à-dire qu'on a accès à 2 auras de terreur. Donc, le moins 1 save et le strike last. C'est un sacré choix. C'est très bon. Bah, ça rigole pas trop. Donc je pense que c'est clairement le choix se fera entre celui-ci et l'autre trait de bataille qui permet de repop. Je sais pas lequel est le meilleur, mais les deux sont excellents. Non, mais ça, en fait, le seul truc, c'est que dans cette version du Battle Tome, on a quand même des machines de guerre et des unités de cavalerie qui sont bonnes. C'est pas une taxe en fait. Donc finalement, avoir un héros qui peut faire les deux, oui, mais on a quand même de la cavalerie qui est très bonne, qui a le moyen de s'échapper assez facilement, voire des machines de guerre qui tabassent fort. C'est pas aussi impactant que ça aurait pu l'être. Maintenant, ça permet aussi potentiellement de libérer une unité de cavalerie pour aller ailleurs. Donc c'est encore de la flexibilité dans le jeu, dans la construction de la liste, et en tout cas, on a quand même des traits héroïques qui sont très sympas. On passe maintenant aux artefacts de pouvoir, les reliques des sous-mondes. Le premier, l'éclat de l'une des moissons. Une fois par bataille à n'importe quelle phase de mêlée, si cette unité est en mêlée, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée utilisées par les unités de Nantenue ami entièrement à 12 de cette unité jusqu'à la fin du tour. Il existait déjà. Il existe encore. Il existe encore et il est toujours excellent, simplement parce qu'une bulle de 12 c'est énorme et qu'on va facilement réussir à buffer au moins 2 packs de 20. Donc on va gagner 40 attaques et on verra que les Nighton touchent et blessent correctement en plus de pouvoir se mettre des buffs pour blesser mieux, toucher mieux, etc. Donc, très fort. Ouais, très très bien. Deuxième réaction, l'adversaire a annoncé une aptitude de corps à corps pour une unité en mêlée avec cette unité. Jetez un des 3 sur 2+, infligez autant de dégâts mortels à l'unité ennemie que le résultat du jet. Bon, c'est une source de blessures mortelles supplémentaire dans une version où on en a un petit peu moins. Maintenant, honnêtement, je trouve ça très en dessous de ce qu'on vient de voir.
je vois pas trop d'univers où Est-ce que tu préfères d'avoir 2 chances sur 3 de mettre 2 plus BM ou avoir 40 attaques en rab? Ouais. Bon, je vous laisse regarder, sauf à attaquer avec des squelettes qui ont moins un touche. Normalement, la question est vite répondue. Le dernier, l'anneau du feu de l'âme. À la fin de n'importe quel tour, si une ou plusieurs figurines ennemies ont été tuées par les attaques de mêlée de cette unité à ce tour, soignez des 6 à cette unité. Alors, on rappelle qu'on peut pas le donner à des uniques, etc. Sur Manfred, ça aurait été excellent. Ah oui, ça aurait été excellent. Ou Nagash. Ou Nagash. Bon, honnêtement, entre les mécaniques de soins génériques, on le verra plus tard, mais on a un lore où on a déjà un soin. Ouais. Honnêtement, je trouve ça pas très bon. En fait, c'est embêté où il n'y a pas de héros non nommé avec 14 PV. Exactement, en donc, fait. soignez des 6, en moyenne, vous allez ramener 3,5, ce qui est bon. Hein. Oui, ce qui est bon. Mais en fait, 3,5, bah, c'est un ralliement. Donc, est-ce que vous allez cramer un arteau quand vous avez la possibilité d'enfoncer une fois par partie plus une attaque en bulle ou soigner des 3, en sachant aussi qu'il y a quand même moins de sniping globalement des héros. Bon, un peu en dessous, je pense. Oui, aussi. On passe maintenant au domaine de sort. Le premier, Brume Spectrale, le fameux Shade Mist, qui a un petit peu changé, valeur de lancement de 6. On prend une unité entièrement à 12 qui a 3 figurines ou plus, donc on ne peut plus le mettre sur les héros ni sur les Dreadblade Arrow. Ouais, c'est vrai. Et soustrayez 1 au jet de blessure pour les attaques qui ciblent l'unité jusqu'au début de votre prochain tour. Sort illimité. Tout à fait. Bon, alors c'est fort parce que déjà ça nécessite pas de débuffer une unité ennemie, donc c'est-à-dire que vous pouvez être dans votre petit coin et vous buffer tranquillement et ensuite faire des TP, bouger très vite pour ses charges. Donc c'est fort. Globalement, les mécaniques de moins 1 blessure, c'est fort, mais alors quand c'est unlimited avec une valeur de lancement de 6, un sort signature, entre guillemets, excellent. Honnêtement, c'est relativement incroyable. On voit que tous ces sorts, en général, sur la V4, se font jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire que là, potentiellement, si vous êtes en situation de vous prendre, si vous l'avez lancé à votre tour, vous le lancez au tour adverse, vous avez 2 unités qui, au tour adverse, vont avoir moins 1 pour être blessées, potentiellement vos unités de front, ça fait quand même beaucoup et ça devient pénible à sortir, quoi. On passe au deuxième sort, le drain d'esprit, valeur de lancement de 7. Choisissez un sorcier en tenue ami pour lancer ce sort, on prend une unité ennemie visible à 18. Jetez autant de dés que le nombre de figurines de l'unité pour chaque 5+, infligez un dégât mortel à la cible. Que dire, c'est un anti-horde. Alors c'est moins bon parce qu'on ne peut plus renforcer 2 fois tout ça. Oui, mais c'est un anti-horde à 5. Oui. Disons qu'en Soulblight, on a le même à 6 qui se lance avec 1 de moins. J'aurais préféré avoir sur du 5, mais bon, c'est très bon, quoi. Ouais, non, c'est un sort très bon. On est content de l'avoir dans notre palette de sorts. Ouais. Très bien. Et on passe au dernier, le leurre spectral, valeur de lancement de 6, qui est ni plus ni moins que l'ancien sort signature du Guardian of Soul. Donc vous prenez une unité en tenue entièrement à 12, ramenez dans l'unité cible un nombre de figurines tuées avec une caractéristique de santé combinée de jusqu'à D6. Que dire, en fait, c'est super fort. C'est trop bon, ça marche aussi sur le multi-PV. Oui, et c'est pour cette raison que l'artefact qui soigne est moins auto-include. Surtout qu'en fait, on a des bons sorciers en Night Hunt, donc finalement, ça nous coûte rien d'avoir des sorciers dans la liste, ça nous coûte rien de prendre ce sort, puisqu'en fait, tous les sorciers le connaissent. Et oui. En fait, c'est trop bon, quoi. Je veux dire, pas grand-chose de spécial à dire. Globalement, on a quand même 2 boîtes à outils hyper intéressantes entre le Shade Mist en illimité et ce sort qui ramène des si équivalent de points de vie via des modèles. L'anti-horde qui peut toujours être utile, mais plus dépendant du match-up. Grosso modo, quand même un excellent domaine de magie. On passe maintenant à l'ami Nagash, qui est, selon nos prédictions, redevenu quand même pas mauvais. Donc c'est un beau châssis, 10 de move, il a gagné 1. Ah, c'est bien. Et on l'oublie pas. 18 points de vie, save à 3. Ah, on rappelle, la save à 3 en V4, c'est pas la save à 3 de la V3. 10 d'OC, c'est bien, il a gagné. Au niveau de ses armes, il a 4 pralines en 3-3 moins 2 D6. N'aime pas trop le D6, mais bon, c'est comme ça. Et 4 pralines en 3-3 moins 2-3. Il a gagné la capacité de caster à +2, ce qui est devenu excellent. Ça veut dire qu'au tour adverse, vous castez quand même à +1, donc ce qui n'est pas dégueulasse. Et un immuno-fiasco, qui est quand même pas mal. Ouais, génial. Donc vous gardez votre bonus de +2 tant que vous n'avez pas fait de fiasco. Il a la main de poussière maintenant qui s'utilise de la même manière qu'avant sur les héros ou monstres, mais à la fin de n'importe quel tour sous la forme d'un rampage. Oui. En sachant que vous allez avoir envie de contrecharger, je pense que ça va être compliqué en face si on a un petit peu trop de monstres, parce que le monsieur tape quand même relativement fort. Une fois par partie, il peut ramener une unité morte à full effectif, entièrement à 12 de lui, à plus de 9 des ennemis. Oui. On se souvient du trait héroïque qu'on a vu tout à l'heure, ça commence à faire pas mal de rip-hop pour une armée où il est quand même pas trop censé en avoir par rapport au Soulblight. Et enfin, il a un sort de War Scroll en illimité.
tout cas c'est le seul qu'on ait vu, qui s'appelle l'invocation de Nagash, qui lui permet de choisir une unité ennemie à 18 pouces. Donc grosso modo, il faut choisir des cibles qui n'ont pas déjà été cibles. Hein. Ouais. Les unités ennemies, c'est les 3 BM. Sinon, on peut ramener l'équivalent de 3 points de vie dans une unité amie ou filer une ward à 5. Non, moi je trouve ça... Sorcier de niveau 9, j'ai oublié de le dire. Sorcier de niveau 9, Ward à 5. Ward à 5 de base. Non, honnêtement, je pense qu'il vaut son coup en point, déjà pour son côté un peu... je ramène du monde, il a un potentiel de létalité qui est très honnête au corps à corps et à la magie. La main de poussière, ça peut clôturer une game. Ouais. Et en plus, maintenant, c'est un rampage. Et puis, on se rappelle qu'on a une formation de bataille qui permet de retreat et charger. Donc, quand vous avez ça, parce qu'il a le mot-clé Night Hunt, Exactement, il n'y a pas de restriction. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un Nagash. Un Night Hunt, tu peux le dire. Un Night Hunt et un Nagash, mais un gros Night Hunt, qui va pouvoir retreat derrière les lignes ennemies, faire une charge et aller mettre une main de poussière sur quelque chose qui est game breaker dans l'armée adverse. Non, franchement, moi je le trouve super bon. Et puis le repop d'une unité, en fait, on le verra après quand on verra les Blade Guests, etc. Mais faire repop un pack de 20, bah déjà c'est faire repop quelque chose qui coûte entre 280 et 300 points. Donc vous jouez à 2300 points, et au-delà de ça, tous les tours, vous allez ramener des figurines. En fait, ils synergisent super bien dans l'armée. En fait, pourquoi avant ils synergisaient pas? Ils synergisaient pas parce que le but c'était de jouer MSU pour appliquer plein de fois les debuffs à la charge. Donc mettre 1000 points, c'est-à-dire l'équivalent de 5 unités pour un mec qui avait même pas le mot-clé Night Hunt et qui n'appliquait pas le debuff, c'était pas fou. Là, ils synergisent parce que déjà, il va distribuer les Shade Mist sur toute l'armée. Donc, grosso modo, il va distribuer les Shade Mist. Ensuite, il va distribuer sur les unités amies le repop de 3, enfin, le revive de 3 points de vie. Sur les unités ennemies, il va mettre des 3 BM. Enfin, en fait, c'est quand même un sorcier de niveau 9 qui caste à plus 2. Et qui ignore le premier miscast. Bah, honnêtement, je pense que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aussi bon. L'optique Night Hunt, en fait, qui est de dire qu'on va aller prendre l'allégeance de course et charge, bah, vous allez avoir quasiment une unité de 20 Blade Guest Reaper qui va être quasiment sacrifiable, qui va faire un trou, que vous allez ramener. Vous allez peut-être avoir une autre unité qui va pouvoir mourir, que vous allez ramener moitié effectif. Enfin, en fait, ça commence à faire beaucoup de synergie, et ça fait super plaisir d'avoir un Nagash qui, bah, quand il va se poser au milieu de la table, qui va distribuer les anti-hordes, les Shade Mist, bah, en fait, ça va finir par faire beaucoup, quoi. Ouais, tout à fait. Non, super. Franchement, très bon. Et même, en fait, il synergise bien avec le moins 1 safe parce qu'il va mettre des patates Ren-3. Et on sait ce que ça veut dire Ren-3 dans cette V4, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sauvegarde en face. Donc voilà, honnêtement, ça fait plaisir. On l'a vu sur les premiers rapports de bataille qu'on a sortis, notamment avec des Archaons, etc. On voit que les énormes tons sorciers qui peuvent rester milieu de table un petit bout de temps et qui font peur, en fait, s'ils ont accès à un domaine de magie qui fait flipper, bah, c'est compliqué parce que autant avant, il y avait un Archéon milieu de table où on disait je recule, il y avait un Kragnos milieu de table où on disait je recule. Bah là, si jamais tu as 2 PC sous le coude, tu contre-charges, si jamais tu arrives à caler un truc avec une main de poussière dans la foulée en fin de tour, ça peut être dramatique. Il peut potentiellement caler 2 fois plus de mains de poussière qu'à l'époque. C'est plus un sort. Hein. Et on n'oublie pas qu'on a en fait les manifestations, les lores avec les Endless Spells auxquels il a accès. Il est plus limité pour lancer les sorts. Et il y en a certains domaines qui deal énormément de BM. Par exemple, celui des Cogs, Pendulum et des épées. Donc quand vous allez commencer à arriver, que vous allez balancer avec Nagash à plus 2, 3 Endless Spells qui vont venir loquer les troupes, qui vont venir bloquer les déplacements. Là on est sur une tourelle, on est sur une tourelle. Un bon monstre tourelle qui va faire plein de choses, quoi. Non, c'est ça super. fait plaisir. Nous passons maintenant à la Mortarque du Deuil, Lady Olinder. Donc vous allez voir les châssis Night Hunt globalement pour tous les héros. Enfin, ceux qui bougent correctement, c'est 8 de move. Save à 4 éthéré. Elle, c'est 7 points de vie, 2 dossés. Elle a toujours son tir qui a quand même pas mal changé, toujours portée 12, une attaque en 2-2, moins 3 des 6. Crit de bless auto, donc le crit de bless auto c'est devenu un truc sur toute l'armée. Hein. Avant ils avaient les 6 à la touche, machin, c'est la même chose. Elle a son bâton de minuit, 4 attaques en 4-3, moins 1 des 3, et 6 pralines de petits spirits qui sont autour. Bon, je pensais qu'ils allaient le virer parce qu'en général ils ont viré les esprits, notamment sur Nagash. Elle l'a gardé. Elle a toujours son attitude une fois par partie de pouvoir ramener dans le nombre d'unités Night Hunt qu'on veut, non pas des 6 mais maintenant des 3 plus 3. Donc bah, c'est juste... meilleur, il n'y a rien à dire. Elle a un passif qui file un moins 3 dossé à toutes les unités ennemies en tir moins 12. C'est fort, hein, quand on a des monstres adverses qui vont compter pour 2. Et enfin, elle a un sort qui se lance à 18, sueur du désespoir. Choisissez une unité ennemie visible à 18 et de cette unité comme cible. Ignorez les modificateurs positifs au jet de touche, au jet de blessure et au jet de sauvegarde pour la cible jusqu'à la fin du tour.
Madame est donc également une unité d'infanterie sorcier de niveau 2 avec une ward à 4. Ouais, ward à 4 native, ce qui est extrêmement fort sur en fait une 4+ éthérée ward à 4. Ouais. Quand on est en face, c'est des choses qu'on n'aime pas. Non, mais c'est un super profil. Donc, elle vaut 300 points. Elle vaut largement son coût en points. Une fois par partie, sur toute la table, elle va remonter D3+3. Donc, il suffit d'avoir la bonne tempo. Et vous allez remonter, mais littéralement, quelque chose comme 20 figurines. Et son sort, moi, je le trouve personnellement excellent parce que ça veut dire, bah tiens, toi, tu pourras pas te faire Halo de Defense. Donc, en fait, je vais arriver. Globalement, je vais être à -1 rend, je vais te mettre -1, tu peux pas te mettre +1, donc en fait, bah, tu vas ramasser dans les dents. Sorcière de niveau 2, ça c'est super parce qu'on a un très bon domaine. Et le fait de réduire les OC, bah, c'est aussi excellent parce que on va voir qu'on a des mécaniques pour améliorer notre OC en Night Hunt. Bah, le fait d'améliorer les nôtres et de réduire celle des adversaires. En bulle, quoi. En bulle, ouais. En bulle, hein, quand même. C'est un héros qui. On n'oublie pas que c'est un héros qui va pouvoir apporter le bonus de la Wave of Terror, etc. Donc honnêtement, ça fait plaisir de l'avoir comme ça. Ça fait partie de ces héros qui n'ont pas perdu, sauf qu'en fait, bah, ils ont à peu près le même coup en points. Donc finalement, relativement au reste du jeu, c'est un buff. Ses aptitudes sont meilleures. Elle inflige plus de BM. Ça, c'est une volonté de Games d'avoir essayé de sortir au maximum les BM du jeu. Et je pense que c'est pas plus mal parce que bah, quand on colle les 5 BM à la volée, surtout qu'en plus avant, c'était pas un tir, c'était une aptitude. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on pouvait courir et tout. Moi, j'ai déjà tué des petits sorciers Rune Master à côté de nains. Coucou Nico. Donc non, voilà, honnêtement, c'est bien. C'est un bon revamp. Ouais. Et je pense qu'on va très clairement avoir envie de la jouer. Qui plus est, maintenant, on est dans une optique de gros pack. Donc avant, on jouait MSU, un pack de 10, en général, c'était un pack qui mourait. Là, un pack de 20, c'est pas un pack qui meurt. Donc, on va vraiment ramener des 3+3, quoi. Donc, si on ramène des 3+3, plus des 6 avec le domaine de magie, plus avec Nagash qui va pouvoir ramener une unité full, plus le trait qui va pouvoir ramener une unité moitié effective. En fait, ça fait partie des armées où on va démarrer à 70 et à la fin de la partie, on aura joué 120 flics. Ouais, tout à fait. Donc, non, elle est super. À voir si on la joue avec Nagash, parce que Petit duo à 1200 points. Ouais, exactement. non, mais comme elle a un peu le même rôle que Nagash à moindre mesure, je sais pas, mais en tout cas, si vous ne jouez pas Nagash, je pense que Lady Olinder sera auto-incluse. Ouais. Parce qu'elle joue clairement ses coups en point. Elle tank très bien. Elle sera là pour mettre le fight last, etc. Donc, non, super Warscroll. Nous passons maintenant à son mari, Kurdos Valentian, le roi Vol. Donc, du coup, lui, son profil, cri de blesse auto, toujours pareil. 4 attaques en 3-3, moins de 3. 6 attaques de spectre, assez insignifiantes. Il a une règle qui est devenue une espèce de mélange entre la règle qu'il avait avant, qui était pour les PC de début de round, avec celle de Lady Olinder sur les ordres. Grosso modo, lorsque vous avez une unité à 12 qui reçoit un ordre, sur un 3+, vous pouvez dire, si tu veux utiliser ton ordre, c'est un CP de plus. Oui, donc une fois par tour en réaction. Bon, la doléance là-dessus, c'est que c'est un 3+. Maintenant, un 3+, c'est 2 chances sur 3. Il ne vaut que 200 points. Ce qui, honnêtement, rend la chose ok, je pense. S'il avait été plus cher, je pense qu'on l'aurait pas forcément pris, mais à 200 points, je pense qu'il se réfléchit clairement. Là où je vois un usage très rapide, c'est d'une manière très offensive pour se prémunir d'une contre-charge qui, on le rappelle, coûte 2 points de commandement. Si vous mettez Kurdos à portée de l'unité qui est menaçante, vous dites à votre adversaire, attention, c'est 2 PC, et si je fais mon 3+, tu mets un 3e ou tu perds tes 2 PC. C'est vrai que c'est un côté dissuasif quand même, mais bon. Le problème, c'est qu'il n'est pas sorcier, qu'il a qu'une ward à 6. On l'a pas dit, il est au C5 quand même. Ouais, il est au C5. Donc, qui est quand même au-dessus du reste pour un non-monstre. Bon, voilà, honnêtement, il a changé un petit peu de rôle. Avant, c'était la meuleuse de l'armée. Bon, il a quand même changé un petit peu de rôle. C'est une boîte à outils. Maintenant, les PC sont tellement chers dans cette version qu'avoir des aptitudes qui synergisent 2 chances sur 3 sur des PC adverses, c'est pas mauvais. Maintenant, pour réussir à le placer, c'est pas évident. Non, pas évident, mais je pense que ça sera son principal usage en fait, c'est de se prémunir de la contre-charge, parce que 3 PC c'est énorme. Ouais. On passe maintenant à Olrak, qu'on n'a pas énormément vu pendant la V3 et qu'on va peut-être très certainement revoir un poil plus. Oui. Donc déjà, première chose, il est machine de guerre. Voilà. Avant d'attaquer la roue des statistiques. 10 de move, save à 4, 2 d'OC, 7 points de vie. Il a quand même 4 points en 4-3, moins 2 des 3. Il a perdu ses BM à l'impact. Par contre, il a toujours sa capacité d'emmener une unité avec lui, qui s'utilise maintenant à notre phase de mouvement une fois par tour. Vous prenez une unité amie entre nuit qui n'est pas un héros entièrement à 12. Vous pouvez la setup avec lui à 6 l'une de l'autre et à 7 des unités ennemies. Bon, alors, les FEP à moins de 9,
C'est super fort, parce que ça veut dire que votre charge, elle sera à 7, indépendamment des bonus que vous pourrez avoir. Évidemment, vous allez placer vos unités à 7, au moins 2 unités pour éviter le redeploy, etc., etc. Il y a le mot-clé War Machine qui permet en fait de mettre le -1 sauvegarde, Ouais. et en plus d'avoir 7 PV en éthéré à 4, donc, et il ne coûte que 160 points. Ouais. Donc en fait, il s'en sert dans n'importe quelle liste. Ouais, honnêtement, il est très bon. J'ai oublié de le dire, il faut qu'il soit pas en mêlée pour utiliser son aptitude quand même. Heureusement. C'est pas un Dreadblade Arrow, faut pas déconner. Mais bah que dire, en fait, moi je l'aimais bien pour son côté couteau suisse. Maintenant, ça restait des charges à 9. Bah maintenant, on me dit c'est des charges à 7. Donc, bah c'est bon quoi. Ouais, c'est juste bon. 160 points, c'est vraiment pas cher. Ouais, c'est un peu ridicule. Je pense qu'il devrait coûter quelque chose comme 180, 200 points. Peut-être quelque chose comme Kurdos, quoi. Ouais, exactement. Au moins. Ouais, au moins. On passe maintenant à Reikenor, donc une unité que moi j'affectionnais tout particulièrement et qui est pas mauvais, qui a un petit peu changé. Il a 12 de mouvement, save à 4, 7 de santé et d'autres contrôles. Il a toujours son espèce de faucheuse anti-sorcier anti-prêtre qui a 5 attaques en 3-3, moins de 2, charge plus 1 dégât, crit de blesse auto comme d'habitude. A noter que lorsqu'il tape sur des sorciers ou des prêtres, il a plus un touche, plus un blesse. Oui. Donc en charge, on est quand même sur un monsieur qui a 5 attaques en 2-2, moins de 3, c'est quand même pas dégueu. Honnête. Il a toujours une aptitude en face de héros qui permet soit de prendre une unité ennemie à 12 d'infliger une blessure mortelle qui va nous donner un +1 au cast, soit de prendre une unité amie, auquel cas on va avoir +1 au cast et +1 au niveau de lanceur de sort. Donc il peut quand même passer sorcier 2, ce qui est quand même très bon. Et il a toujours son sort, valeur de lancement de 7, on prend une unité ennemie visible à 12, des 3 blessures mortelles, si on a tué une figurine, on recolle les 3. Donc du coup c'est quand même un sorcier de potentiellement niveau 2, qui a le mot-clé cavalerie. Avec un +1 cast, si jamais il s'est mis sa blessure mortelle, sachant qu'il a une ward assist de base, c'est quand même super bon, parce que dans la 7v4, on n'a pas tant que ça de bonus au sort. Hein. Ouais. Donc non, moi je trouve qu'il est super, déjà parce qu'il y a le mot-clé cavalerie, donc ça permet de mettre la Wave of Terror qui donne le -1 save. Donc c'est-à-dire qu'en fait, potentiellement, si vous voulez chercher un héros, bah, vous serez en raid -3. Il a 12 de move, donc dans la Légion course et charge, c'est-à-dire que concrètement, il peut bouger à 18 en volant et charger derrière. Et son sort est franchement bon, alors c'est à 7, mais maintenant il peut avoir un bonus de +1, donc ok. Et faire D3, puis D3, sachant qu'il n'y a pas de dé à lancer, il faut juste tuer un modèle, bah, moi je trouve ça quand même très sympa. Ouais, alors il est toujours autour des 200 points, donc c'est potentiellement, c'est vrai que quand on regarde par rapport à des Allrack et tout, il est moins stable, là où on peut clairement établir un plan de jeu autour d'un Allrack. Ouais. Maintenant, ça reste quand même un bon personnage, quoi. Oui. 7 PV en Hightone, c'est pas rien. Non. Grosso modo, vous avez les 4 qu'on a présentés. Il n'y a pas 50 milliards. Après, c'est des petits héros non nommés, etc., qui vont avoir plutôt 5 PV. Donc, honnêtement, une bonne unité, assez atypique, qui a quand même le luxe d'être héros et cavalerie. Donc, qui nous permet de choisir entre le -1 save ou le Fight Last, et ça c'est quand même cool. On passe maintenant au Scriptor Mortis, qui est un petit bonhomme qu'on n'a pas énormément vu durant cette V3, qui est une belle fille. Hein. Ouais, qui est une super fille, mais qui était, en termes de règles, pas incroyable. Ouais, c'est Maxi Variance, et ça n'a pas changé, c'est toujours Maxi Variance. C'est un peu le nain rancunier des Nighttone, donc moi ça me plaît beaucoup. Il a 3 pralines en 4-4 dégâts des 3, autant dire qu'on s'en fiche. Il a une aptitude qui est assez rigolote. Une fois par tour, à votre phase de héros, vous allez prendre une unité ennemie visible à 18, sur un 3+, vous allez la maudire. À la fin de chacun de vos tours, vous allez jeter un dé pour chaque unité ennemie condamnée sur le champ de bataille. Pour 4+, vous lui collez le numéro du round en blessure mortelle. Sachant que quand vous allez maudire, ça sera pour le reste de la bataille. Donc, honnêtement, c'est le mec qu'on a envie de TP tout le temps et en fin de partie, il va faire ouais, effectivement. Non, mais en fait, ça full variance, mais ça fait super peur. Et c'est une belle source de BM. C'est sur du 3+, ensuite c'est sur du 4+. On va pas se mentir, on n'aime pas trop. Mais bon, très sympa quand même. Moi j'aime bien. Je pense que on peut le rentrer en fin de liste quand il reste un peu de place. C'est toujours sympa. Et puis on peut le mettre dans un bataillon d'un autre héros la plupart du temps, donc c'est ok. On passe maintenant au Tomb Banshee, donc même châssis que les autres, avec 5 points de vie. Elle a un tir à 12, des 3 attaques en 4-3, moins 2 des 3, toujours sympathique, à peu près le même profil de corps à corps avec 3 pains. Une fois par tour, à n'importe quelle phase de tir, choisissez comme cible une unité ennemie à qui un ou plusieurs dégâts ont été alloués à ce tour par des attaques faites par le cri perçant de cette unité. Jetez un dé sur 2+, la cible ne peut pas utiliser d'ordre jusqu'au début de votre prochain tour. Et en passif, ça vous dit que si vous avez une unité de Mirmond Banshee entièrement à 12, les unités ennemies ne comptent pas leur modificateur positif au score de contrôle à 12 de cette unité.
Oui, donc un kit assez étonnant. Alors, ce qui est sympa, je pense, c'est le 2+, pas de command abilities. Maintenant, c'est du 2+, ça nécessite de tirer. On a que des 3 tirs, ça touche à 4, ça blesse à 3. C'est du D3. Bon. Ouais, honnêtement, je suis pas très convaincu. Et la cacophonie, ça nécessite d'avoir des Mirmon Banshee. Et on verra plus tard, c'est pas la meilleure unité du Battle Tom. Et puis bon, c'est juste ignorer les modificateurs positifs, donc la bannière, les quelques règles qui vont améliorer. Je sais pas, je suis pas convaincu, elle est pas sorcière. En fait, disons que il y a quand même un aspect qui est la gestion du nombre de pauses de votre armée. Vous n'avez pas forcément envie de craquer une pause pour ce héros-là. Il y a quand même, on l'a vu, hein, c'est quand même une caractéristique des Night Haunt, un peu à l'instar de ce qu'on peut avoir encore nous en Séraphon, une vraie colonne vertébrale de héros hyper importante. Oui. Bon, est-ce que vous avez vraiment envie de prendre ça? C'est pas mauvais, hein, parce que potentiellement, si vous êtes joueur 1, ça veut dire que c'est une unité ennemie qui ne peut pas avoir de redeploy, qui peut pas avoir de contre-charge. Oui. Honnêtement, c'est bon, mais les héros sont tellement importants en Night Haunt, peut-être pas le meilleur Battle Tom pour jouer ça. Mais bon, après, peut-être qu'après beaucoup de tests, on se rendra compte qu'en fait, la contre-charge est vraiment un gros problème pour l'armée Night Haunt parce qu'il faut charger pour mettre les debuffs. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on la rentrera juste pour aller tirer et empêcher une contre-charge. Mais dans le même rôle, je pense qu'on pourrait juste jouer Kurdos, qui pour le coup a à peu près le même rôle, mais qui tape et qui est plus tanky, etc. Donc, exactement. Mais elle a un kit intéressant. Elle a le mérite au moins d'être là. Elle a le mérite d'exister. C'est super flatteur. J'adore l'explication du mec qui sait plus quoi dire. Voilà le mérite d'avoir un War Scroll, quoi. C'est trop bien. On passe maintenant aux deux kits des Knight of Shroud. Donc le monté, le pas monté. 8 de move, save à 4, santé 5, 2 de contrôle. On a 2 PV en rab et 12 de mouvement pour la version montée. Les deux ont les heures volées. C'est toujours cette épée, en gros, qui vous explique que vous pouvez vous soigner. En gros, c'est la règle de la fin, pour vous la faire courte. Et ils ont chacun une capacité qui permet d'activer une unité à côté d'elle une fois qu'ils ont tapé avec un +1 à la touche. En sachant que pour le Knight of Shroud piéton, c'est une unité d'infanterie. Et pour l'autre, c'est une unité de cavalerie. Eh bien, une machine de guerre. Oui, c'est ça. Et donc, alors concrètement, on voit tout de suite l'usage. On a cette règle un peu générique qui permet de faire un double, activer une autre unité, en sachant qu'on a quand même chez les Night Haunt cette mécanique de donner un frappant dernier, donc ça peut peut-être permettre de faire des choses un peu sexy en phase de combat. En plus, on donne un +1 hit, ce qui est super cool parce que concrètement, on n'a pas de figurine qui touche à 2, donc ça sera toujours un bonus. C'est des PC économisés aussi. Hein. Ouais, c'est ça. L'un est cavalerie, donc on se rappelle toujours le rat de terreur qui donne -1 save. L'autre est infanterie, héros, nécessite d'aller au corps à corps, donc c'est une cible parfaite pour le strike last. Moi j'aime bien, ils sont pas très chers, et clairement ils peuvent venir se faufiler dans une liste assez facilement. On n'oublie pas en plus, hein, mine de rien, en Night Haunt, on a envie de foutre des optimisations, enfin je dis optimisation, des traits héroïques, des artefacts sur des héros qui tiennent un petit peu la route, des héros non nommés à 7 PV, il n'y en a pas des masses. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc globalement c'est quand même un bon candidat, il s'avère qu'il n'est pas mauvais. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment envie de... Est-ce qu'on a beaucoup d'unités de cavalerie ou de machines de guerre qu'on a envie de buffer? Et là, pour le coup, on aimerait avoir le bonus plutôt du Knight of Shroud piéton. Oui, bien sûr. Maintenant, lui peut être quand même un relativement bon candidat à porter les optimisations. On passe maintenant au Kernoas, donc même châssis que les autres. 8 de move, save à 4, 5 points de vie, 2 dossés, des attaques, 6 attaques en 4-3, -1-2, ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas non plus exceptionnel. Il est impassif, tant que cette unité est en mêlée, on a plus une attaque pour les Grimghast Reaper entièrement à 12. Ok, donc déjà c'est fort parce que c'est une bulle. Dans un build de Grimghast Reaper, on verra quand on verra le War Scroll des Grimghast, c'est très sympathique parce que les Grimghast vont très vite saturer en fait en blessure auto contre un certain type de profil. Donc dans un build, liste d'armée polarisée Grimghast, plus en équipe je pense. Clairement, on pourra y réfléchir. Maintenant, ils ne buffent que les Grimghast. C'est ça, en fait, c'est un peu dommage parce que au niveau du Battle Tom, enfin de l'index, on voit qu'ils sont vraiment revenus du fait de dire on va buffer soit les Haridan, soit les Bloodghast. Et finalement, là, c'est un petit peu un pas en arrière de se dire là où on a de manière générale des héros qui vont buffer l'infanterie, la cavalerie. Lui, il est un petit peu paumé. Bon, voilà. Ça peut être cool sur les Grimghast. Maintenant, ça va encore faire des archétypes de liste où on va jouer que des Grimghast. Bon, voilà. On passe maintenant au plus grand perdant de cet index. Alors, on va pas se mentir, le Cruciator, c'était le mec qui était complètement dégénéré, qui faisait partie de l'ossature Night Haunt, parce qu'en fait,
bah, à 12, c'était moins 1 dégât pour les armes de mêlée des unités adverses. Enfin, pour les unités de Nighthaunt qui sont entièrement à 12 dans la bulle. Maintenant, c'est ignorer le premier dégât censé être alloué à chaque unité en tenue ennemie entièrement à 12 de cette unité à chaque phase. Bon, voilà. Je pense qu'on a tout dit. On passe maintenant au bourreau. Donc le bourreau, unité extrêmement sympathique qu'on avait avant. Il a toujours déjà pour commencer le même châssis, une ward à 5, les mêmes pralines de close en 5 attaques en 3-3 moins 2-2, anti-héros plus imperf. Là, le mec, il arrive tranquille en Rennes moins 3, dégâts 2, ça commence à tartiner. Et une fois par tour, à n'importe quelle phase de mêlée, jetez un dé sur 2+, soustrayez 1 à la caractéristique d'état des armes de mêlée de la cible jusqu'à la fin du tour. En outre, si la cible est un héros, soustrayez 5 à l'OC jusqu'à la fin du tour. En gros, ils ont changé sa règle qui disait qu'au début de la phase de close, on filait un moins 1 bless, pour dire maintenant c'est moins une attaque, mais sur un de plus, ce qui reste quand même très bon sur ce bonhomme qui a une petite ward à 5. C'est complètement pété. Hein. non, mais c'est super fort. Je veux dire, le gars tank bien, le gars frappe très bien. Il a une compétence sur du 2+, mais du 2+, c'est pas du 3+. Sur les héros, on a un petit effet qui se coule qui dit concrètement tu ne comptes pas. Non, moi je le trouve excellent. Il est au prix de 150 points. Ce qui, honnêtement, est pas si cher. Ouais. Il est excellent, hein. Je pense qu'on le verra beaucoup sur table. On passe maintenant au Dreadblade Arrow, donc la première unité non-héros, même châssis qu'avant, quasiment. 12 de move, save à 4, il est passé à 3 points de vie. Des profils de close tout à fait respectables, hein. 4 attaques en 4-3, moins 1-2. À noter que c'est plus des héros, maintenant ils se jouent par paire. Ouais. Donc quand même assez cool. Des attaques de sabot qui sont un petit peu plus anecdotiques, avec 2 passifs. Si cette unité a chargé à ce tour, ajoutez 3 au score de contrôle des unités Nighthaunt entièrement à 12. Et deuxième aptitude, n'importe quelle phase de mouvement, je répète, n'importe quelle phase de mouvement, retirez cette unité du champ de bataille et placez-la à nouveau sur le champ de bataille à plus de 9 des unités ennemies, sans restriction de corps à corps, sans restriction d'être à notre tour. Ça paraît bizarre. Oui, je vais reprendre la formulation de notre ami Sam, n'importe quoi, je répète, n'importe quoi. Non mais c'est honnêtement n'importe quoi, on voit difficilement ce War Scroll rester comme ça. Ouais, en fait, à minima, il faudrait changer le n'importe quelle phase de mouvement. Ouais. Enfin, pour le rendre normal, il faudrait le mettre de la même manière que les autres unités qui ont ça, c'est-à-dire votre phase de mouvement, oui, si vous n'êtes pas engagé. Oui, à la limite... non. Non, mais ils valent quand même 160 points. Donc, c'est 160 points pour 6 PV. Donc, c'est de la cavalerie. Hein. C'est de la cavalerie. Donc, sur la Wave of Terror, ça fait plaisir. Ça tape correctement. C'est inattrapable. Ça se repop facilement. C'est-à-dire que si vous avez malheur de laisser le modèle à 1 PV, bah, je peux vous dire FISA que vous allez remonter un autre modèle. Non, je pense que vous en verrez, dans la mouture actuelle, vous en verrez 2 minimum, voire 4, dans toutes les listes. Ouais, on a du mal à croire que ça reste très longtemps comme ça, pour être honnête. Pas grand chose à dire, c'est l'opposé du Krulgast que vous ne verrez jamais. C'est juste trop fort. Oui. On passe maintenant au Guardian of Soul. Donc le petit copain n'a pas trop changé. Au niveau de sa lame, c'est du 4-3, c'est plus du 3-3. On est quand même super triste. Et par contre, il a son passif qui a changé, grosso modo. Plus 1 à la blesse pour les Nighthaunt entièrement à 12, si il est en mêlée. Ouais. Une restriction qui est un petit peu moins bête que celle de l'époque, qui était pour tous les Nighthaunt de être dans la bulle de 12 du Guardian of Soul, être dans la bulle de 12 du Cruciator. Maintenant, il faut quand même respecter un petit peu. En même temps, ça tombe bien, le BT nous donne envie d'aller au close, et il s'avère qu'on peut coller des fight classes de manière sûre. Donc, il va peut-être pas non plus être surexposé. Mais par contre, un plus 1 à la blesse en bulle, bah, c'est excellent. Non, mais globalement, les Nighthaunt vont blesser sur du 3. Donc, c'est-à-dire que vous avez blessé sur du 2 avec vos unités autour. C'est un sorcier de niveau 1. On l'a déjà dit, on le répète, le lore est excellent. Bon, c'est un sorcier, il va bien synergiser avec les Cogs par exemple, parce qu'il va prendre son moins 1 hit, une ward à 4, des choses comme ça. Jouez-en 1, jouez-en 2, jouez-en 3, non je déconne. Un ou deux, pourquoi pas. Ouais. Il est super. Je pense qu'on en jouera toujours au moins un. Parce que c'est un petit sorcier pas cher. Il vaut, avec un passif colossal, quoi. Ouais, c'est ça. Donc très bon. On passe maintenant au Pyrospectre, donc première unité d'infanterie. C'est drôle. 8 de move, save à 4 éthéré, 1 de PV, 1 de contrôle.
Ils ont une attaque de tir qui est assez sympathique. Donc c'est une unité de 8, 2 attaques par tête de pique, portée 10. Portée 10, quand même, ça veut dire qu'on peut se TP. Comme il faut toujours. La différence entre 9 et 10 en Nighthaunt, c'est quand même considérable. 2 attaques en 4-4, moins 1-1, tir en mêlée. Et arme enflammée, une attaque de close, 2 attaques en 4-4, pas de reine, dégâts 1. Et à la fin de n'importe quel tour, ils allument les bûchers. Si cette unité conteste un objectif, choisissez comme cible une unité ennemie visible à 6 pouces de cette unité. Jetez un D3 sur un de plus. On inflige des blessures mortelles. Et on ajoute cette valeur à sa caractéristique de contrôle. Enfin, son score de contrôle, pardon. Ok, alors, en dehors du fait qu'ils ont un nom de Pokémon, c'est une unité qui vaut 130 points, qui est très honnête, parce qu'on est sur de la Ward Assist, bon, comme toute l'armée, mais 4+ éthéré, on a du tir pour gratter, on a du corps à corps qui est pas incroyable, mais qui gratte aussi. On a quand même cette capacité à venir faire des BM dans un monde où on n'a pas beaucoup de BM, et en plus ça améliore l'OC. Donc moi je trouve que c'est une bonne petite unité satellite. C'est à la fin de n'importe quel tour. Ouais. Donc sur une partie, vous allez peut-être pas l'utiliser 10 fois, mais si ça reste en vie, vous allez l'utiliser 5, 6, 7 fois. Ouais. Mine de rien, 5, 6 fois, des 3 BM, on rajoute ça à l'OC, ça peut faire des blagues. Oui, oui. Ça peut shifter ce qu'on compte sur des objectifs. Bah, c'est juste bon, quoi. Ouais, c'est une très bonne unité. On passe maintenant au Spirit Tourment, châssis classique, 8 de move, 5 points de vie, save à 4 au C2, ward à 6. Son profil de close est sympa, 5 attaques en 4-3, moins 1-2, et il a toujours ce passif. Avant, il ramenait des modèles à la vie. Maintenant, ça a un petit peu changé. Grosso modo, pour les unités Nighthaunt entièrement à 12 de lui, on va rajouter 3 dés pour les ralliements, ce qui veut dire que vous allez pouvoir lancer 9 dés au rallye, c'est-à-dire statistiquement ramener 1,5 points de ralliement supplémentaire, donc un modèle ennemi en rab. Bon, on en a déjà parlé, il y a des trucs extrêmement forts côté héros en Nighthaunt. Ouais. Est-ce qu'on va cramer un slot de héros en sachant qu'on a déjà un de moins que la version précédente pour ça? Pas gagné. Non, je pense pas honnêtement, puis on a déjà pas mal de mécaniques de repop qui sont juste meilleures parce qu'ils nécessitent pas en fait de PC ou autre et qui sont juste foncièrement meilleurs. Ouais. Il n'est même pas Wizard. Bon, je pense que c'est un War Scroll qu'on ne verra pas souvent sur table, malheureusement. On passe maintenant au Shenghast, qui est l'unité qui synergise avec le Spirit Tourment. C'est historique, c'est comme ça. Donc à noter qu'ils sont passés à 3 points de vie par tête de pipe. Ils ont toujours les attaques de fléau, 2 attaques en 4-3, moins de 1. Et les attaques de fléau de close, qui ont pour le coup vraiment changé, puisque c'est plus dépendant du nombre de figurines, tout ça, tout ça. 2 attaques en 4-3, moins de 1 également. À notre phase de mêlée, on peut rajouter 1 au jet de dés si on a un Spirit Tourment entièrement à 12. Ouais. C'est ce qui nous donne un petit peu envie de jouer un Spirit Tourment. Sur un 3+, ou sur un 2+, si on a le Spirit Tourment à 12. Les unités Nighthaunt entièrement à 12 ont un +1 à la touche. Oui, donc une unité qui vaut 100 points pour 6 PV concrètement. Ouais, c'est pas dégueu. Concrètement, si vous voulez jouer en standalone sur un 3+, vous avez un All-Out Attack en bulle sur concrètement toute votre armée. Ouais. Ça se réfléchit, on verra après, c'est le prix de 10 Shenrasp. Pour compléter une liste ou dans une optique avec pas mal de packs ou des gros packs de mêlée, je pense que ça peut être très honnête. Ouais, en fait le truc c'est que c'est un petit peu trompeur dans le sens où, enfin pas trompeur, mais ça nous donne envie de jouer un Spirit Tourment qu'on trouve pas forcément incroyable. Ouais. Maintenant c'est quand même une unité qui a 6 points de vie contre 10 pour le même coup en points. C'est de la save éthérée à 4. Oui. C'est un bonus qui est quand même assez colossal sur cette V4 où les PC sont extrêmement chers. C'est vrai. Quand on se retrouve à avoir des +1 touche en bulle et +1 blesse en bulle, en fait vous allez juste payer vos wards à 5, bah honnêtement c'est... En fait le truc c'est qu'ils sont tellement peu chers qu'on se pose vraiment la question de le jouer même sans le Spirit Tourment. Ouais, c'est ça. Honnêtement, moi si je devais les jouer, ça serait sans le Spirit Tourment. On passe maintenant aux premières unités non-héros qui s'abattent. On va commencer avec les Grimghast Reapers, 8 de move, save éthéré à 4, 1 point de vie endossé. C'est générique, hormis les Shenrasp qui sont en 5 éthéré, mais eux c'est du 4, comme toutes les unités pseudo-élite Nighthaunt d'infanterie. 2 attaques en 4-3, moins 1-1, anti-infanterie, comme d'hab, crit de blesse auto, on le répète pas. C'est-à-dire que sur l'infanterie, vous allez être en moins de 1. Les attaques de mêlée de cette unité causent des touches critiques sur des jets de touches non modifiés de 5+, tant que l'unité qu'on tape a 5 modèles ou plus. Oui, donc 5 modèles ou plus, ça va être concrètement un peu tout sauf de l'élite. Donc c'est quand même appréciable, ça veut dire que 2D sur 6 vont aller directement faire de la blessure, donc ça permet de lisser la stat, c'est sympa. Maintenant c'est très polarisé anti-infanterie, perf -2 contre l'infanterie, dégâts 1, dans une méta infanterie ou dans une optique équipe. Alors là, clairement, on pourrait se dire, ok, on va aller chasser
les armées populeuses, on va mettre des Ouais. cairns et puis on va avoir nos bulles de plus une attaque et on va commencer à meuler de manière un peu énervée. Donc c'est un War Scroll qui est très honnête, qui coûte 140 points de mémoire. Donc non, c'est une bonne unité. Alors, vrai problème, on va pas se mentir, c'est le fait de toucher à 4. Ouais, alors ça, c'est un vrai drame. Voilà, parce qu'en fait, on revient un petit peu dans le débat d'avant, c'est-à-dire que les PC sont chers, toucher à 4, quand on va commencer à en jouer beaucoup, c'est pas acceptable. Ouais. Ça veut dire que peut-être qu'on va avoir envie de rentrer des Shenghast, du coup Ouais. rentrer un Spirit Tourment. Ouais. En fait, on rentre tout de suite dans une logique qui est très lourde pour synergiser une unité qui est bonne, hein, mais qui est spécialisée sur de l'infanterie, alors qu'on a peut-être d'autres War Scrolls qui sont un poil plus polyvalents. Malheureusement. Voilà, d'où l'intérêt d'en parler sur une optique d'équipe Oui. et de méta, en fait, hein, parce qu'effectivement, si on se retrouve sur une méta type milieu V2 avec les Fire Slayer et les Ossiarch, bah en fait, oui, effectivement, ça va être incroyable parce que vous allez avoir moins de perfs sur tout le jeu. Ouais. Maintenant, bah, c'est pas gagné et ça va dépendre un petit peu de ce vers quoi tourne le jeu en réalité. Ouais. On passe maintenant au Shenrasp, l'unité, même plus de ligne, puisqu'il n'y a plus de ligne, Ouais. mais l'unité screen par défaut. 8 de move, save éthéré à 5, 2 attaques en 4-5, pas de reine, dégâts 1. S'ils ont chargé, on a un plus un bless. En fait, c'est le même War Scroll qu'avant, sauf qu'on n'est plus en 4-4, on est en 4-5. Ouais. Bon, 100 points les 10. Bah, c'est Ils un ont cordon. des armes de malfaisants. Ça, en vrai, c'est stylé. Non, bah, c'est. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est un cordon, quoi. C'est un cordon. C'est un cordon dans un jeu où Ouh. ça devient compliqué de faire des cordons. Ouais. Mais ça reste une petite unité qui va venir babysitter vos héros derrière pour empêcher de se faire tirer dessus. Je pense que vous n'allez pas en jouer des millions. Vous en jouerez sûrement pas des. Peut-être pas des packs de 20. Mais probablement, vous en jouerez 10 ou 20 par-ci Ouais. par-là, quoi. Bon, c'est une unité qui va protéger votre armée, grosso modo. Hein. Ouais, C'est ouais. un bon candidat à se prendre un Shade Mist potentiellement si c'est devant. Oui. Bon, voilà, c'est pas mauvais. Et puis, ça peut quand même, de manière sûre, appliquer des debuffs de charge d'infanterie. Bon, on est quand même sur une version du jeu où on se retrouve souvent à avoir, en tout cas moi dans mes listes, des 80, 90, 100 points à caler, Ouais. alors qu'il n'y a plus aucun héros qu'on peut rentrer pour moins de 100 points. Bah, typiquement, c'est un petit peu l'équivalent des squelettes. Ça va pas cogner. Maintenant, ça synergise dans l'armée. Alors, bon, voilà. Il n'y a rien de spécial à dire. C'est de l'écran. C'est de l'écran qui va garder les objectifs. Exactement. Et puis voilà. On passe maintenant au Black Coach. Donc, Black Coach, l'unité un petit peu atypique de ce Battle Tome, qui faisait des belles dingueries dans la version précédente. Ouais, et très cette drôle. fois-ci, qui a pas mal changé. 10 de mouvement, 12 points de vie, éthéré à 4, 5 d'OC, assez appréciable. Au niveau de ses profils de tir, 2 attaques en 4-3 moins 2-2. C'est pas mauvais. Beaucoup de saturation au corps à corps avec quand même 5 patates en 3-3 moins 2-2. Donc ce qui cogne quand même. Toujours des BM à l'impact. Toujours cette capacité à notre phase de mouvement de pouvoir se setup si elle n'est pas en mêlée. Et une belle nouveauté qui est qu'à la fin de n'importe quel tour, si cette unité a détruit une ou plusieurs unités ennemies à ce tour, on prend un héros Nighttone qui n'est pas unique et qui a été détruit. On place une unité de remplacement entièrement à 12 de cette unité. L'unité de remplacement peut être placée en mêlée seulement avec des unités ennemies qui sont en mêlée avec le Black Coach. Donc ça coûte 260 Ouais. points, ce qui n'est pas tant que ça pour ce beau châssis. Ouais, en sachant qu'il y a quand même une allégeance qui tourne autour aussi. Hein. Ouais, tout à fait, qui donne des wards à 5, on se rappelle, ou les Within 6. Non, c'est très bien, ça tire un petit poc, correct. Ça tape plutôt correctement, donc en fait, la règle qui permet de ressusciter un héros, ça arrivera. Sur les petits cordons, les héros, etc. Surtout que cette version de l'index vous pousse à envoyer des héros. Quoi. Ouais, tout Au à fait. close, si Ouais. vous voulez appliquer les malus. Donc en fait, autant ça aurait été assez nul en V3 parce que les héros Nighttone, c'était la colonne vertébrale qui restait dans le fond du castle. Là, vous allez sacrifier des bourreaux, des héros comme ça, des Knight of Shroud, des trucs qui vont mourir. Quoi. Donc en fait, et qu'est-ce qui est appréciable, c'est que la plupart des mécaniques de repop de V4 sont sur des 4+. Oui, bien sûr. Et là, il y a zéro... C'est même pas un PC, là. Non, pas de PC, zéro random, si ce n'est de tuer quelque chose, mais ça, vous pouvez le maîtriser. Ouais. Puis c'est aussi au tour adverse. Et c'est aussi au tour adverse, donc c'est-à-dire que vous pouvez... Jouer derrière. vous pouvez faire pas mal de choses. Non, Ouais. non, c'est un très bon War Scroll qui a en plus sa sous-allégeance. Mais je pense qu'on peut le jouer sans jouer sa sous-allégeance, hein, concrètement. En plus, on a une TP, ce qui est quand même hyper appréciable d'avoir ça nativement dans un War Scroll. Donc non, c'est un très bon War Scroll, et je pense qu'on en verra plus sur table qu'on en voyait en V3, parce qu'on avait cette mécanique qui était très drôle, mais un peu gimmick. Ouais, Donc, exactement. En plus, il a gagné 3 dossiers par rapport à la V3, donc honnêtement...
Bah juste bon, certainement moins résistant qu'en V3, mais une synergie avec l'armée qui est hyper appréciable. On attaque maintenant les gardes du Thronevol. Alors eux, c'était un peu c'était un binôme de Glaive Ray Stalker et d'arbalétriers qui avaient des arbalètes trop courtes pour tirer en post-fep. Bon, là c'est portée 16, ils ont toujours leurs règles d'ignorer les lignes de vue et compagnie. De plus, ils ignorent les modificateurs négatifs à la touche, ce qui est quand même pas dégueulasse. Maintenant, bah, le tir est pas fou. 16 de portée, 2 attaques en 4-3, moins 1-1. Bon, je sais pas trop ce qu'on est censé tuer avec ça. Peut-être qu'ils sont là pour aller chercher des héros en rentrant dans la bulle des 12. Mais bon, honnêtement, je suis... Sur une unité qui a des engagés charges qui volent, c'est peut-être pas les meilleurs candidats. Non, honnêtement, je pense que c'est un War Scroll poubelle. Et on est dans le Cruciator tiers. Cruciator tiers. On sort maintenant du Cruciator tiers avec les Blade Guest. Donc même châssis que les unités d'élite. Bouge de 8, save à 4 éthérés. Au niveau du profil de close, 2 attaques en 3-3, moins 1-1, crit de bless auto. Et ils ont toujours leur passif qui dit que lorsqu'ils ont chargé, ils vont avoir plus une attaque. Ouais, bah c'est excellent. Hein. C'est excellent parce que c'est monsieur touche à 3. C'est monsieur touche à 3, blesse à 3. Donc en fait, vous allez vite voir quand vous allez faire les statistiques avec nos amis Grimghast Reapers, que en fait concrètement, il y a très peu de scénarios, vraiment très peu de scénarios, où ces messieurs tapent moins fort que les Grimghast Reapers, sauf si vous mettez de la ressource pour les synergiser. Donc je pense que c'est probablement l'unité qu'on verra le plus sur la table des Nighthaunt, pour une seule et bonne raison, c'est qu'en fait ils sont autonomes, exactement, touche à 3, demandent 0 synergie, et en plus on le mérite en fait de toujours avoir leur bonus de plus 1 attaque, parce que quand on peut retreat et charger, bah on charge tout le temps en fait. Et courir et charger aussi. Ouais, exactement. Donc non, c'est probablement, on en verra souvent, je pense, 20, 40... 60. 80. Après faut arrêter. Mais non, superbe unité, y a pas grand chose à dire. Je pense heureusement vraiment qu'ils ont perdu leur allégeance de BM à l'impact. Oui, ouais, ça aurait été monstrueux. Non mais voilà, honnêtement, bah que dire, c'est hyper polyvalent pour du solo. Je pense que ça fait partie des unités que vous allez avoir envie d'emmener. C'est bon, voilà. On passe maintenant au Glaive Ray Stalker, une unité qui a eu très peur depuis le début. J'ai jamais vu cette unité forte, j'ai jamais sorti mes figurines. Même châssis que les copains, 2 attaques en 4-3, moins 1-1, charge plus 1 dégât. Donc c'est leur petite différence sympathique. Une fois par bataille à la phase de déploiement, on prend une unité ennemie comme cible. Cette unité est traquée jusqu'à la fin de la partie. Ajoutez 2 au jet de charge fait dans le cadre de cette aptitude pour cette unité. Mais elle doit terminer ce mouvement en mêlée avec l'unité ennemie traquée. Donc, à savoir qu'il faut avoir une unité ennemie traquée à 12 d'elle au moment où on déclare la charge. Oui. Bah, honnêtement, c'est 80 points les 4 PV. Maintenant, ça tape correctement. Quand ça charge. Quand ça charge. C'est peut-être une unité que vous allez rentrer pour en fait compléter une liste à la fin. Ouais. Maintenant, on se posera la question de est-ce que vous préférez pas aller chercher un point de commandement pour le premier tour? C'est possible. Plutôt que ça. Je dirais pas que c'est totalement... c'est moins mauvais qu'avant. C'est moins mauvais qu'avant. Je suis pas convaincu que vous en voyez beaucoup sur table. On passe maintenant au Myrmond Banshee, même châssis qu'avant, sauf qu'elles sont passées à 2 PV, ce qui est quand même pas négligeable. Ouais, hein. ouais. Au niveau du close, même châssis, 2 attaques en 4-3, moins 2 et 3, crit de bless auto. Et maintenant une réaction lorsque l'adversaire a annoncé une aptitude de sort. Si une unité de Nighthaunt mis entièrement à 12 de cette unité a été choisie comme cible du sort, l'unité ayant cette aptitude peut utiliser Dissipation comme si elle avait le mot-clé sorcier. On ajoute 1 à la dispel, donc c'est plus 1 par tranche de 4 comme on avait avant. Si le sort est dissipé, infligez D3 blessures mortelles au lanceur. Bon, ça a le mérite de cogner correctement. D'être passé à 2 PV. D'être passé à 2 PV, ce qui fait qu'on va pouvoir probablement les préserver un peu, les repopper, etc. L'aptitude est honnête, dans le sens où M-Bind à plus 1, c'est pas anodin, et mettre des 3 BM sur des châssis de sorciers qui ont souvent 4, 5, 6 PV, ça peut faire des blagues, ça peut faire hésiter l'adversaire. Non mais d'autant qu'en fait, ce qui peut être assez cool, c'est qu'il y a plus d'itérations de lancement de sort sur vos unités, puisque potentiellement maintenant, ça peut être au tour adverse comme à votre tour. Donc mine de rien, on a vu sur les premières parties qu'on a faites, les héros qui s'amusent à balancer des fight last au tour adverse, bah là on peut se prendre des 3 blessures mortelles. Donc c'est quand même une dispel à plus 1, en sachant que l'adversaire, lorsqu'il va lancer à votre tour, il va caster à moins 1. Et un différentiel de 2. Ouais, c'est pas mal. C'est pas horrible, c'est-à-dire que vous avez juste 1 à rattraper par rapport vraiment purement au dé. Donc voilà, c'est pas dégueu. Je pense que leur gros buff, c'est d'être passé à 2 points de vie. Alors ils ont arrêté le délire de
d'avoir un parapluie anti-magie pour l'Hades. Maintenant, c'est pour les Night Haunt. Voilà, c'est pas déconnant. Surtout qu'il n'y a plus d'alliés. Mais voilà, globalement, pas mauvais. Maintenant, à voir dans le méta, on n'a pas encore suffisamment de recul pour voir l'impact. Ouais. Pas évident. On passe maintenant aux nuées d'esprit. Bon, donc c'est de la statue de corps à corps, pas très intéressant. 8 de move, save à 4 éthérés, 3 points de vie. C'est sûrement ce qui compte le plus. Un passif, les héros en tenue d'infanterie amis en une ward à 4, tant qu'ils sont entièrement à portée de mêlée de cette unité. Ouais, bon, ils avaient la règle pour protéger avant, donc maintenant ils donnent une ward à 4. Ce qui est super sympa. Excellent. Ce qui est excellent, parce qu'on va souvent passer en fait de 6 à 4 ou de 5 à 4. Maintenant, Lady Olinda a déjà une ward à 4 native. Donc je pense qu'on verra sûrement un pack assez souvent dans les listes pour venir un peu protéger nos héros. Surtout qu'il n'y a pas de contrepartie. Avant, on mettait les PV sur les socles et on les perdait. Là, c'est vraiment Ward à 4 gratuit. Ouais. Bah, franchement, c'est une très bonne unité. Surtout, on le rappelle, les héros d'infanterie vont devoir y aller à un moment ou à un autre. C'est très bien d'avoir foutu cette restriction d'infanterie. C'est clairement une unité que vous allez voir. C'est bon, il n'y a rien de spécial à dire. On attaque maintenant les Harridan, donc un châssis qui n'a pas énormément évolué. Qu'est-ce qui a beaucoup changé pour elles? Elles ont perdu leur allégeance, grosso modo. Donc, c'est 3 attaques en 4-4, moins 1-1. Toujours cette aptitude assoiffée de sang d'avoir un +1 touche blesse si on tape sur une unité qui a subi des dégâts à ce tour. À noter qu'avant, c'était juste une unité à 6, donc quand même un bon petit nerf. Et si cette unité a chargé au tour, soustrayez 1 au jet de blessure pour les attaques des unités ennemies tant qu'elles sont en mêlée avec cette unité. Ça n'a pas changé. Que dire? C'est... Le 4-4 fait mal. 4-4 fait mal et contrebalancé par le fait d'être engagé avec une unité endommagée ou qui a perdu des modèles ce tour-ci. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si on fait le comparatif avec les Bloodghast, qui sont en 3-3 natifs, mais que 2 attaques parce qu'il faut qu'ils chargent, elles ont 3 attaques tout le temps. Par contre, si l'unité n'est pas endommagée, vous allez être en 4-4, donc c'est juste moins bon. Maintenant, mettre un -1 wound blessure, c'est sympa, mais on se rappelle qu'on a ce sort signature qui passe à 6, qui fait exactement la même règle. Donc, est-ce que ça va pas faire doublon? Vous allez me dire oui, sur les unités ennemies qui ont +1 blessure, oui, ok, mais ça court pas non plus les rues. Donc, ça a le mérite de vous valoir moins cher que les Bloodghast. On comprend pourquoi. Et on comprend pourquoi. C'est un bon War Scroll quand même. On passe maintenant au Source Spectre, autrement appelé les X-Rays. Donc 12 de mouvement, 4 de save, 2 d'OC, 3 points de vie, 2 attaques en 4-4, -1, dégâts 1 charge +1 damage. Les attaques de compagnons relativement anecdotiques. Si cette unité est chargée, on a toujours la capacité d'infliger des BM d'impact, donc 2+ des 3 blessures mortelles. Ils ont perdu leur giga move potentiellement qui remplace le mouvement. C'est du 4-4. Leur grosse force, c'est surtout d'avoir 12 de mouvement et d'être cavalerie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc c'est sympa pour faire des tactiques, c'est 3 PV, en 4+ éthéré, c'est quand même très honnête là-dessus. Quand ça charge, c'est dégâts 2, mais c'est du 4-4. Après, à voir si on veut mettre de la ressource pour les faire synergiser, mais on n'a que 2 attaques. Ouais. Donc je pense que clairement leur rôle va être de écranter / faire de la tactique / aller chasser des petits trucs. Bon. Ils ont quand même perdu, on va pas se mentir. Ouais. Ils ont quand même pas mal perdu et finalement, vu que le mot-clé pour la Wave of Terror, c'est machine de guerre, cavalerie, on a quand même des machines de guerre qui sont au-dessus et d'autres cavaleries qui sont meilleures. Ouais. En plus, mine de rien, il y a quand même un changement qui est pas anecdotique, c'est que Olinda ramenait des 6 figurines dans chaque pack. Donc c'était génial sur les Spiritos et les X-Rays. Là, ils perdent cet avantage parce qu'en fait, on ramène des points de vie, un équivalent en points de vie. Ouais. Bon, c'est une unité qui bouge de 12, on n'en a pas 50 milliards. Maintenant, quand on voit les Dreadblade Arrow à côté, peut-être qu'on va préférer aller chercher les copains. Oui. Après, on se rappelle qu'ils ont 3 PV, donc ils pourront faire cette command ability qui consiste à traverser des packs. Peut-être qu'il y aura un usage. J'avoue que j'ai un peu de mal à voir à quel point on les jouera. C'est un War Scroll honnête. On attaque donc maintenant le domaine de manifestation avec le premier qui est le Terminexus Mortalis. Bam, c'est Harry Potter le truc. Donc valeur de lancement de 6, portée de 12 pour le setup. Donc c'est 6 points de vie, save à 4, 7 pour le banish. Choisissez comme cible une unité de hante nuit ami visible à 3 pouces. Jetez un dé sur 2+, on prend un des effets. +1 au jet de course et charge ou soignez 3 à la cible. Honnêtement, je trouve
pas ça complètement nul. Non, c'est plutôt sympa. En fait, c'est le seul bonus de charge qu'on va avoir dans le Battle Tome. Donc c'est quand même pas anodin. Ouais. Le fait de pouvoir soigner, c'est une mécanique supplémentaire pour remonter des petits modèles. Ouais, c'est clair. Donc, bon, faut pas oublier, toujours, hein, dans cette V4, l'aspect que tout ça est gratuit. Donc, les sorts Night Haunt ont l'avantage d'être excellents. La contrepartie, c'est que lancer les manifestations, sauf à avoir un Nagash, ça va pas être évident, parce que quand on a des Shade Mist, on a quand même pas mal envie de les mettre. Ouais. Voilà. Maintenant, pouvoir lancer ce genre d'outils et ramener des modèles et avoir des bonus de course et charge, c'est chouette. On passe maintenant au deuxième, la chasse des âmes. Donc, valeur de lancement de 6, setup à 12, 6 points de vie, save à 4, 12 de banish. Chaque fois qu'une figurine est tuée à 12 de cette manifestation, donnez un point d'âme à cette manifestation jusqu'à un maximum de 6. Et à la fin de n'importe quel tour, si elle a 6 points d'âme, choisissez comme cible n'importe quel nombre d'unités ennemies à 6 de cette figurine. Jetez un dé pour chaque cible. Sur 3+, infligez autant de dégâts mortels à la cible que le résultat du jet. Puis mettez à 0 les points d'âme de cette manifestation. Alors, sur le papier, ça a l'air sexy. Maintenant, c'est une manifestation qui bouge pas, qui nécessite des conditions pour être chargée. Après, l'effet est super fort, hein. Mais je suis assez sceptique sur notre capacité à venir remplir cette chasse des âmes. Maintenant, Ouais, modulo Nagash, quoi. Ouais, modulo Nagash. Non, mais honnêtement, si vous arrivez à setup cette manifestation et à le faire exploser dans le tour, ça fait mal, hein. Mais bon, ça mérite d'être un kit si jamais vous jouez Nagash ou autre chose. C'est ça, en fait. C'est Nagash qui va setup ça, balancer ses 3 BM à la fin du tour, potentiellement le faire péter parce que c'est quand même un banish à 8. Oui. Ce qui n'est pas obvious, hein, Ouais, surtout si c'est votre tour. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire du 9. Bon, ça veut dire qu'il faut quand même avoir un héros sorcier hyper avancé capable d'infliger des blessures mortelles tôt ou alors de s'assurer que le sort reste sur place. Bon, voilà. On passe maintenant au faucheur de chiche. Donc, valeur de lancement de 6, setup à 9, mouvement 8, 7 points de vie, save à 4, banish à 7, une attaque en 3-2, moins de 4. Ça détend. Elle a un passif, ajouté 2 à la caractéristique d'attaque de la faux toute puissante. C'est pas beau de finir le Battle Tome avec une faux toute puissante. Si elle a chargé au même tour, donc quand même 3 parpaings en 3-2, moins de 4. Ouais, donc ça fait quand même un petit peu peur, hein. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà, honnêtement, un bon endless que dans tous les cas votre adversaire va devoir gérer. Ah oui. Parce que pour un truc gratos qu'on peut balancer pleine balle, la reine -2 dans cette version c'est quand même pas négligeable, blessé à 2 c'est quand même hyper stable. Va falloir trouver une solution. C'est vrai. On en a donc fini de cette review exhaustive du Battle Tome Night Haunt, mon petit Romain. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est un très bon Battle Tome qui a le mérite dans cette V4 de ne pas du tout avoir de random, presque pas. On a des traits de commandement qui sont très bons, des artefacts qui sont très bons, des règles d'allégeance qui sont très bonnes, des formations de bataille qui sont bonnes aussi. Ouais. On a des héros qui sont excellents, polyvalents, avec des kits très différents les uns les autres, avec très peu de héros qui synergisent avec une unité particulière, donc ça c'est super généraliste, on apprécie. On a de la mobilité, on a des terrets. Moi j'aime bien. Hein. Ouais, voilà. Honnêtement, c'est vrai que, comme tu l'as dit, le gros point fort pour moi, c'est on n'est plus sur cet aspect frustrant de soit je passe aucune charge, ou je fais que des charges de merde et j'ai mis -8 à la touche à mon adversaire, ce qui ne sert à rien, soit je suis God Mode et mes chaînes races sont littéralement Reine -10. On est sur des armées, un peu à l'instar des OB, je trouve, ou même de Khorne, qui ont des allégeances et des traits de bataille qui sont hyper stables, avec toujours cette marque de fabrique de la V4 qui, moi, n'est pas quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, qui est d'avoir des aptitudes un peu trop fortes qui vont proquer sur des 2+, 3+. On est quand même sur un Battle Tome où ça proque pas sur du 4, hein, globalement. Non, bah jamais. Contrairement à du Sylvanet, mais là, vous allez avoir des aptitudes qui vont proc sur du 2, sur du 3, donc ça reste quand même relativement stable. Ça fait partie, je pense, en tournoi, de ces armées sur lesquelles on peut compter sur table, parce qu'en fait, la variance est quand même assez limitée. Ouais, tout à fait. Non, je pense que c'est une armée qui est super fiable, qui va avoir en fait cette capacité à être mobile, à impacter là où on a envie. On a beaucoup de mécanismes de course et charge, de TP, de resetup, etc. On a du repop, donc on a de la résilience. On a une létalité. On n'a pas des perfs qui explosent, mais en contrepartie, on a cette aura de terreur qui permet de compenser. Et on sature quand même beaucoup. Et on sature de manière fiable. On peut facilement arriver à du 3-3, 2-2. De la reine -2, hein, qui en V4 n'est pas rigolote du tout. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que autant sur la V3,
on avait vraiment cet aspect de les Nighthaunt ont cette capacité à ramener des figurines mortes au sein des unités, les Soulblight sont là pour ramener des unités mortes à la vie. Ouais. Et en fait là, on se retrouve avec une armée qui a une capacité de rip-hop, alors je parle même pas de Nagash, hein, mais une capacité de rip-hop de figurines sur table qui est colossale. Le Spectral Leurre, vous avez même plus l'obligation d'aller chercher un Guardian of Soul, ce genre de choses. Ouais. Vous avez un trait de co, enfin un trait héroïque qui ramène des unités. Ouais. Si vous ramenez Nagash, j'en parle même pas, mais en fait, vous avez vraiment du rip-hop de figurines et d'unités en Nighthaunt. Et en fait, ça va être extrêmement pénible à sortir de la table, quoi. Oui, et puis c'est populeux, on arrive facilement, en fait, les héros sont pas si chers que ça, donc on arrive facilement à vraiment avoir une horde Nighthaunt sur la table, on va facilement monter à 50, 60 figurines d'infanterie. Ce qui en V4 est énorme. Ce qui est en V4 est énorme, et en plus on les fait pop, quoi. Ouais, exactement. Donc, en étant éthéré, donc avec un peu cette frustration qui est l'éthéré, c'est-à-dire que quand vous commencez à avoir 60 PV en 4 puces éthérées, bah il y a un monde où en fait l'armée d'élite en face elle va rien faire. Ouais, exactement. Bah écoute, merci mon petit Romain. Ouais, c'était super. J'espère donc que cette review vous a plu. Si vous voulez nous filer un coup de main, n'hésitez pas. Un petit like, un petit commentaire, ça nous aide énormément. Et si vous voulez nous soutenir directement, vous avez les liens en description, le Tipeee et les différents liens affiliés. En tout cas, je te remercie encore mon petit Romain. Je vous embrasse tous et je vous dis salut.